prie de couper vos micros. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue au sein de la communauté de pratique épilepsie et handicap. Vous avez été très nombreux à vous inscrire et intéresser sur le sujet que nous vous proposons. Donc, dans cette salle, vous pouvez voir 3 animatrices de la communauté de pratique épilepsie et handicap Nord-Est. Donc, une collègue de Bourgogne-Franche-Comté, une collègue qui représente Lorraine-Champagne-Ardenne et moi-même qui suis sur le territoire alsacien. Donc, bienvenue, merci de participer en tout cas à ce webinaire consacré aux épilepsies pharmacorésistantes sur la polymédication et handicap complexe. Ce thème, donc au carrefour de la neurologie, du médico-social et de la coordination de parcours, c'est vrai, pose des enjeux cruciaux. La gestion des traitements multiples, la prévention des risques, l'adaptation des pratiques, l'amélioration de la qualité de vie des personnes présentant des handicaps complexes. Donc, nous aurons aujourd'hui, en tout cas, le plaisir d'entendre 4 intervenants aux expertises assez complémentaires qui vont éclairer ces questions sous différents angles. Donc, en premier, nous allons avoir le docteur Mathieu Kuchenbusch qui se présentera ensuite lorsqu'il interviendra. Le docteur Sophie Dizet, Madame Aude Galland et le docteur Alban Pelluet. Ça, ce sont les 4 intervenants principaux qui interviendront sur la thématique. Et puis, au cours de cette matinée, nous avons donc Céline Bélinger et Magali Berthoud, qui sont animatrices de la communauté de pratique, qui interviendront également pour proposer des conseils concrets à destination des acteurs du médico-social. Nous aurons également un temps d'échange qui est prévu vers 11 heures afin de répondre aux questions que vous aurez formulées dans le chat tout au long du webinaire. Et donc, nous vous invitons à poser vos questions dans le chat qui permettra enfin d'enrichir nos échanges et de nourrir une réflexion collective. Et donc, les médecins infirmiers vont rester pour répondre à vos questions. Enfin, on terminera par une session qui présentera quand même la dynamique de cette communauté de pratique épilepsie et handicap, ce qui s'est passé l'an passé, les actions en cours et les projets qui sont à venir, afin de mettre en lumière toute la richesse de ce travail collaboratif qui est évidemment engagé autour de ces problématiques. On vous remercie pour votre participation active et on vous souhaite un webinaire stimulant et riche en apprentissage. Très bonne conférence à toutes et à tous. Donc, bonjour à tous. Je vais vous partager mon écran. Je suis le docteur Kuchenbusch, je suis maître de conférence hospitalier universitaire en neurologie pédiatrique au CHU de Nancy et je suis responsable du centre de référence des épilepsies rares de Nancy. Je vais vous présenter le cadre théorique de la médication en épileptologie. Alors, je vais me baser beaucoup sur les référentiels, les recommandations de bonne pratique, qui sont des recommandations qui sont éditées par les experts et qui nous permettent de prendre au mieux en charge les patients. Avant de discuter de l'arrêt des médicaments, on va discuter de la mise en place des traitements. Classiquement, en épileptologie, quand on identifie une épilepsie, on met en place un traitement antiépileptique. Vous verrez qu'on n'utilise plus beaucoup le terme antiépileptique, il a été remplacé par les médicaments anti-crise, puisque l'épilepsie est bien plus large que les crises d'épilepsie. Donc c'est vrai que maintenant on utilise plutôt le terme médicament anti-crise. Donc en général, on met en place une monothérapie, c'est-à-dire un traitement unique, antiépileptique, qu'on va monter progressivement à pleine dose, et quand cette molécule s'avère inefficace ou mal tolérée, on est obligé de changer de monothérapie. En général, on fait une première monothérapie, puis une seconde monothérapie, et si on n'y arrive pas, on passe à une bithérapie, soit l'association de 2 traitements. Généralement, on va viser plutôt le fait d'avoir soit une bonne efficacité sur les crises, soit une bonne efficacité avec une bonne tolérance. Il y aura toujours une balance entre l'efficacité sur les crises et la tolérance. Si un traitement antiépileptique a des effets indésirables jugés comme importants par le patient ou son représentant, celui-ci doit être diminué, voire arrêté. Et après, il y a les centres experts qui arrivent après l'échec de 2 traitements antiépileptiques. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est une diapositive qui, je pense, assez importante, c'est que le délai de mise en place d'un traitement antiépileptique au début de l'épilepsie a un fort impact sur le devenir. Vous avez en haut
ici, je sais pas si vous voyez ma flèche. Attendez, je vais faire ça. Hop, comme ça, vous voyez ma flèche. Vous avez ici, en fait, c'est un seul type de crise. Si vous commencez rapidement ou avec un retard, vous allez avoir un taux de rechute qui est beaucoup plus important si vous avez pris du retard. De la même façon, vous allez avoir moins de rémission à 2 ans si vous avez pris du retard à l'introduction du traitement antiépileptique. Et c'est encore plus vrai s'il y a différents types de crises. Quand il y a différents types de crises, il faut aller extrêmement vite pour mettre en place le traitement. Ça vous permettra d'avoir 20% de moins de rechute et d'avoir un meilleur contrôle des crises d'épilepsie à long terme. Là, c'est, je dirais, la gamme des antipyrétiques que nous utilisons. Donc, nous avons environ 30 antipyrétiques à notre disposition actuellement en France. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a eu très peu d'antiépileptiques pendant très longtemps. Jusque dans les années 40, il y avait vraiment très peu d'antiépileptiques. Il y a une seconde ligne qui est arrivée entre 50 et 1980 avec des molécules qu'on utilise encore couramment, comme le valproate, comme la carbamazépine, qui sont des molécules encore très utilisées. Et on voit depuis les années 90 et surtout 2000 une explosion des traitements antiépileptiques avec aujourd'hui environ 30 antiépileptiques sur le marché. Les objectifs de traitement, je pense que c'est quelque chose qui doit être clairement défini. L'objectif de traitement quand on commence à prendre en charge une épilepsie, c'est d'avoir aucune crise. C'est aucune crise avec une bonne tolérance du traitement. Après, une fois qu'on va arriver dans les bithérapies, on va changer la stratégie thérapeutique, elle doit être alors individualisée. Et dans ce cas-là, on vise à réduire le nombre de crises avec la meilleure qualité de vie possible. Et le choix d'un traitement antiépileptique, c'est quand même assez complexe. Vous avez vu qu'il y en avait 30. Et en fait, ce choix, il va dépendre de plein de facteurs. Il va dépendre de l'âge, il va dépendre du type de crise, il va dépendre du sexe, des comorbidités, notamment psychiatriques, du syndrome épileptique. Par exemple, il y a des traitements qui sont spécifiques de certaines épilepsies. Si on prend par exemple le Zarontin et les absences, ou le Vigabatrin et les spasmes, c'est très spécifique. On va aussi se baser sur les autorisations de mise sur le marché, la MM, et notamment en pédiatrie, on a quand même une forte habitude d'utiliser des traitements qui sont hors AMM, c'est-à-dire qui n'ont pas été validés dans l'indication par des études en général, mais ils sont utilisés par commodité et par pratique habituelle. Et on va bien sûr aussi prendre en compte l'avis du patient ou de son représentant et les effets indésirables. Donc là, c'est un tableau qui vous montre en gros les grands types de traitements antiépileptiques, comment on les met. Donc en fonction du type de crise ou de syndrome épileptique, on va choisir une première monothérapie. Par exemple, si vous avez des crises focales, ça va plutôt être la lamotrigine, le lévétiracétam, le lacosamide et l'oxcarbazépine et la carbamazépine. Si vous avez des crises généralisées tonico-cloniques, on va aimer mettre du valproate, du lévétiracétam ou du pérampanel en première intention. Si vous avez des crises d'absence, ça va plutôt l'éthosuximide et le valproate. Si vous avez des crises myocloniques, le valproate et le lévétiracétam. Si vous avez des spasmes infantiles, ça va plutôt être les corticoïdes, le vigabatrin en première intention. Le syndrome de Dravet, ça va être plutôt une base, valproate, clobazam, fenfluramine. Le syndrome de Lennox-Gastaut, c'est plutôt valproate et clobazam. Donc, si vous voulez, ce qu'on a en tête, c'est qu'on a pour chaque molécule les effets indésirables qu'on en attend et qui sont connus. Et on a en tête les médicaments qui sont plutôt d'intérêt. Et il y a des molécules, les dernières molécules, par exemple la fenfluramide, le cannabidiol, qui sont quand même les dernières molécules qui sont sorties, sont très spécifiques de syndrome. Par exemple, c'est très spécifique du syndrome de Dravet ou du syndrome de Lennox-Gastaut. Donc des épilepsies qui sont particulièrement difficiles à gérer. Et normalement, vous en avez peu parce qu'on n'en voit pas beaucoup passer des patients comme ça. Après, on a d'autres monothérapies qui peuvent être associées, puis après, les thérapies en add-on, les thérapies en association. Il faut avoir conscience que les antiépileptiques peuvent aggraver certaines épilepsies. Donc, dans le choix de ces antiépileptiques-là, on évite bien sûr tous les antiépileptiques aggravants. Par exemple, si vous mettez de la carbamazépine à des absences épileptiques, vous allez aggraver les patients. Si vous mettez à un syndrome de Dravet de la carbamazépine, de la même façon, vous allez l'aggraver. Donc, on va éviter ces médicaments aggravants. Donc, je pense que c'était important de faire le point sur le choix de ces médicaments avant de réfléchir à comment on les arrête. Alors, vous allez me dire, c'est plus facile à mettre qu'à arrêter. Je vais être d'accord avec vous. Les antiépileptiques, c'est en général beaucoup plus facile à mettre qu'à arrêter. Là, vous avez les effets secondaires de chaque un des traitements. Vous voyez, c'est assez large. On considère que 70 à 80% de nos patients ont des effets secondaires. Ces effets secondaires, ils vont être dépendants des doses de médicaments, mais ils vont être aussi dépendants de la charge antiépileptique. Ce qu'on appelle la charge antiépileptique, c'est le nombre de traitements antiépileptiques. Et plus il va y avoir de traitements antiépileptiques, plus on va avoir d'effets secondaires, et moins on va contrôler les interactions entre molécules.
Les effets secondaires quand même assez classiques, c'est les effets secondaires de somnolence, de vertige. Ça, c'est vrai que c'est des effets secondaires assez classiques. On a parfois des aggravations de crise, des hypersensibilités. Donc là, on se méfie toujours de ces molécules-là parce qu'elles peuvent avoir des hypersensibilités graves, notamment à l'introduction de la carbamazépine ou de la lamotrigine. C'est là où on s'en méfie le plus. On va aussi avoir des effets psychiatriques avec des dépressions, des troubles du comportement. On peut aussi avoir des anomalies de la numération, des pancréatites, des pertes de poids, des gains de poids. Alors c'est vrai que c'est des choses qu'on va parfois utiliser. Par exemple, si on a un patient qui est obèse, on va pouvoir favoriser des traitements qui soient anti-épileptiques et qui permettent aussi de faire perdre du poids, comme le topiramate. De la même façon, si on a un patient qui est cachexique, c'est-à-dire qui est anorexique extrêmement maigre, bah, le valproate peut être intéressant parce qu'en plus d'une belle action anti-épileptique, il va avoir une action de faire prendre du poids. Mais en même temps, si on prend le cas du valproate, il peut agiter les patients. Donc on voit bien qu'il y a des équilibres à trouver entre l'efficacité qu'on attend des traitements et les effets secondaires. Comment on juge des traitements antiépileptiques actuellement? Donc la plupart des études qui travaillent sur les traitements antiépileptiques, en fait, leur critère pour voir si le traitement antiépileptique est efficace, c'est une baisse des crises. Soit on dit que le patient est répondeur quand il fait moins de 50% de crises, soit on s'intéresse à la baisse des crises totales. On s'intéresse en général aux effets secondaires graves, mais il est vrai que, par exemple, au-delà des crises, en dehors des crises, on s'intéresse peu à l'effet des antiépileptiques, dans les études en tout cas. Les dernières études, notamment si vous prenez les études sur le cannabidiol, la fenfluramide, elles montrent clairement que si vous diminuez la fréquence des crises, vous avez un net impact sur la qualité de vie des patients. Il y a ce petit point-là que je voulais faire, c'est que de plus, maintenant, on a un certain nombre de risques de nos traitements antiépileptiques sur les grossesses des femmes et même sur les enfants des pères. Donc là, vous avez les 3 médicaments qui doivent avoir une attestation d'information partagée chez les femmes en âge de procréer. Donc c'est le valproate, le topiramate et la carbamazépine. On a montré notamment que le valproate augmentait le risque de malformation du fœtus et augmentait de manière importante les risques de retard intellectuel et de troubles du spectre autistique. Et récemment, ça a aussi été montré chez l'homme. Un homme qui prend du valproate moins de 3 mois avant de concevoir un enfant, son enfant a un risque je dirais, de l'ordre de 5% d'avoir un enfant avec un trouble du spectre autistique contre 3% dans la population générale. Donc ça augmente un peu le risque chez l'homme. Donc on a maintenant une brochure à faire signer à l'homme. Le souci de ces brochures, c'est qu'elles concernent, si vous regardez bien, que des médicaments très anciens. Et elles ont tendance à nous pousser à utiliser des médicaments plus récents dont on ne connaît pas bien les effets secondaires et dont on ne connaît pas bien la tératogénicité et l'impact sur le fœtus. Donc ça, c'est un débat qui est un peu en cours dans notre communauté, c'est que les traitements les plus récents qu'on est poussé à mettre, en fait, finalement, on les met, mais on ne connaît pas bien leur impact. On connaît l'impact de certaines molécules comme la lamotrigine, le lévétiracétam, qui n'ont pas d'impact sur le fœtus, mais les toutes nouvelles comme le Briviact, comme le Pérampanel, on n'a pas de données. Donc peut-être que plus tard, elles auront aussi une brochure d'information, parce qu'on s'apercevra qu'elles ont un risque sur le fœtus. Ça, c'est une diapositive qui est très importante, c'est l'impact des traitements antiépileptiques sur l'arrêt des crises. Vous pouvez voir sur cette diapositive, je vais reprendre un pointeur, vous pouvez voir ici sur cette diapositive que quand vous mettez un traitement antiépileptique, le premier, vous avez 50% de chances d'arrêter l'épilepsie. Pour le deuxième, vous avez monté à 63%, mais la marge ajoutée, c'est juste ce petit truc bleu. Le troisième, vous voyez, on passe de 63% à 65%. Et puis le quatrième, on voit bien que la probabilité d'arrêter une épilepsie devient extrêmement petite. Ce qui veut dire qu'il n'est pas du tout pareil d'essayer le deuxième traitement antiépileptique que d'essayer le cinquième. Et c'est pour ça que la pharmacorésistance a été mise à 2 traitements. C'est-à-dire qu'au-delà de 2 traitements inefficaces, on considère qu'on est entré dans la pharmacorésistance. C'est-à-dire que la probabilité d'arrêter une épilepsie est extrêmement faible. Donc là, la question va être plutôt, en fait, d'accepter d'avoir des crises, en avoir le moins possible, avec le moins d'effets secondaires possible. Donc là, il va y avoir une balance qui va être beaucoup plus dure à gérer. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans la pharmacorésistance? La première question à se poser, c'est: est-ce qu'on peut s'en sortir? Et là, c'est la place de la chirurgie de l'épilepsie. La chirurgie de l'épilepsie, c'est la façon de guérir d'une épilepsie. Si vous avez une malformation cérébrale et que je vous l'enlève, c'est l'une des seules façons de guérir d'une épilepsie. Alors parfois, on est obligé de mettre les électrodes à l'intérieur du cerveau, c'est ce que vous avez là. Donc on met les électrodes carrément au centre du cerveau pour comprendre d'où partent les crises et où est-ce qu'elles se propagent.
Et ça nous permet comme ça de faire des résections ciblées. Là, vous avez un patient préopératoire et en post-opératoire, on a enlevé une partie postérieure de son cerveau. Donc il est sûr que ce patient a probablement une atteinte visuelle, parce qu'on lui a retiré une partie du cerveau qui servait à la vision. Mais il y a une balance entre l'intérêt de ne plus avoir d'épilepsie et un handicap visuel qui est réfléchi et pris en compte par les équipes de chirurgie. Une autre possibilité, ça va être... Donc ça, c'est ce qu'on appelle les chirurgies curatives. On essaye vraiment de guérir le patient. Et à côté de ça, vous avez les chirurgies palliatives, où, par exemple, on est là ici dans une maladie de Sturge-Weber. Si vous regardez bien ici, il y a des anomalies sur l'ensemble du cerveau à gauche. Et la solution, ça va être de faire une hémisphérotomie. Ça veut dire de individualiser ce cerveau-là pour qu'il ne rentre plus dans le réseau cortical et que finalement ce cerveau-là soit protégé des anomalies faites par ce cerveau à gauche. Donc c'est ce qu'on appelle l'hémisphérotomie. On va couper le corps calleux ici et on va faire en sorte que ce cerveau-là soit dans son coin. Pareil, on va probablement engendrer une hémiplégie, mais généralement ces patients-là ont déjà une petite hémiplégie et généralement on essaie de le faire le plus tôt possible pour profiter de la plasticité cérébrale. Ce qui est important dans ces thérapies, alors les dernières thérapies, elles sont aussi palliatives, c'est le stimulateur du nerf vague et c'est le régime cétogène. Ce qui est important dans ces chirurgies, surtout la partie chirurgicale, ce qu'il faut comprendre, c'est que le résultat est d'autant meilleur qu'on va vite et qu'on s'attaque au problème tôt. Donc il y a tout un enjeu d'essayer d'aller le plus vite à la chirurgie chez les patients qui doivent y aller. Parce que ça permet en fait une meilleure plasticité cérébrale, donc une meilleure récupération, et ça permet d'avoir un meilleur devenir au niveau des crises. Parce que le réseau cortical, si vous voulez, le problème des crises d'épilepsie, c'est qu'elles ont tendance à s'entretenir. Une crise favorise le réseau, renforce le réseau et favorise la crise d'après. Et c'est pour ça qu'on arrive dans des situations parfois avec des crises qui sont redoutables et des épilepsies qui sont redoutables. C'est que le réseau est très fort et très difficile à contrer. De la même façon, quand je vous ai dit tout à l'heure, il faut commencer tôt, c'est aussi parce qu'il faut commencer avant que le réseau se mette vraiment en place. Donc ça, c'est un point qui est important. Chez tous les pharmacorésistants, on doit se poser la question de est-ce qu'ils sont ou non opérables. Maintenant, dans les recommandations, il y a bien sûr des recommandations sur l'arrêt des traitements. Donc, la balance bénéfice-risque de la poursuite ou de l'arrêt d'un traitement antiépileptique doit être évaluée chez les patients, chez tout patient, après une période de stabilité en fonction du syndrome épileptique. Et quand la situation est stable, le médecin traitant ou neurologue doivent se poser les questions de l'arrêt ou non de la poursuite du traitement antiépileptique à chaque consultation. Vous voyez, ces recommandations, elles indiquent bien qu'on doit travailler sur diminuer le nombre de traitements. Et après, parfois, on fait des EEG pour évaluer le risque après sevrage. Et finalement, l'arrêt doit être toujours progressif et on fait parfois un plan de traitement qui est à mettre en place en cas de récidive des crises. En général, on recommande de ne pas dépasser 3 traitements antiépileptiques. Il y a, à ma connaissance, un cas particulier, c'est le syndrome de Dravet, où on va avoir tendance à avoir 4 traitements antiépileptiques. Et vous voyez, dans cette étude, on s'est amusé à diminuer le nombre de traitements antiépileptiques chez des patients avec une épilepsie pharmacorésistante. Ils avaient pris 262 patients et ces patients, ils avaient en général entre 3 et 6 traitements. Et en moyenne, ils avaient 4,24 antiépileptiques par patient. Donc, ils ont diminué les traitements, ils ont diminué d'1 à 2 traitements par patient, et ils ont montré d'abord qu'il n'y avait pas de diminution ou d'augmentation des crises dans le suivi des patients. Ils ont montré que dans 82% des cas, à 6 mois après la baisse des traitements, il n'y avait pas de variation de la fréquence des crises. Ils ont montré qu'il y avait beaucoup moins d'effets secondaires. Vous avez en bleu les effets secondaires des patients avant la baisse des traitements, et en rouge, vous avez les effets secondaires après la baisse du traitement, et on avait notamment beaucoup moins de vertiges, d'ataxie, de vision double, l'obésité était assez stable, la perte d'appétit était un peu mieux. Et la qualité de vie de ces patients était meilleure. On corrèle aussi pas mal le nombre de traitements et la qualité de vie des patients. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, on a quand même tendance parfois à garder des traitements antiépileptiques qui ne servent à rien. Et on essaye vraiment de ne pas rester au-delà de 3 traitements antiépileptiques. Donc, comment on va s'y prendre pour arrêter les traitements antiépileptiques? Parce que c'est un peu la question du jour. D'abord, tous les patients ne sont pas candidats. Il faut sélectionner les bons patients. Un patient qui fait plein de crises n'est pas candidat à la baisse d'un traitement antiépileptique. Je trouve que c'est aussi beaucoup un dialogue avec les familles. Il y a des familles qui ne sont pas prêtes à baisser les traitements antiépileptiques, qui
parfois ont eu beaucoup de mal à trouver une stabilité et chez qui il faudra prendre quelques années pour réussir à baisser les traitements antiépileptiques. Il y a une donnée qui est essentielle et dont je n'ai pas parlé aussi, qui est importante, c'est que les épilepsies, classiquement, ont tendance à se calmer en grandissant. Elles sont beaucoup plus actives chez les enfants et généralement, en grandissant, elles ont tendance à se calmer. Et la baisse des traitements antiépileptiques, on y va quand même beaucoup moins facilement chez le jeune enfant que chez l'adulte. Parce qu'on sait que les épilepsies sont assez parfois instables et difficiles à arrêter. Je ne parle pas du tout de l'arrêt des traitements dans ce topo. Je suis resté plutôt dans les épilepsies pharmacorésistantes qui ont en général 2, 3, 4 traitements. Donc d'abord, on va cibler les épilepsies stables. C'est vrai qu'une épilepsie qui est en pleine recrudescence des crises, ce n'est pas le moment d'aller baisser des traitements. On va s'intéresser plutôt aux polythérapies, qui ont plus de 2 antiépileptiques. On va prendre en compte les effets indésirables. Et on va chercher les antiépileptiques qui ont été introduits qui n'ont eu aucun effet. Donc on va souvent demander aux familles, aux aidants, aux professionnels, est-ce que le traitement antiépileptique qui a été introduit a eu un intérêt ou aucun intérêt? Et si l'aidant ou le, le soignant nous dit qu'il n'a eu aucun intérêt, ben on ne le garde pas parce que, à part des effets secondaires, on n'en attend pas grand-chose. Et puis on s'assure bien sûr qu'il y a une bonne observance et un suivi qui est possible. On est beaucoup plus prudent pour les épilepsies catastrophiques, les épilepsies récentes, les sevrages récents de benzodiazépine ou de barbiturique, ou les chirurgies récentes, ou les modifications récentes. Donc une fois qu'on va avoir identifié les bons patients, l'étape, ça va être de clarifier les objectifs. Quel est l'objectif de cette baisse d'antiépileptiques? C'est quoi? C'est améliorer la tolérance, améliorer la cognition, la vigilance, le comportement, simplifier le traitement, réduire les interactions, et pas toujours réduire les crises. Souvent même, on veut des crises stables, pas forcément avoir plus de crises. Pardon, pas avoir moins de crises, mais souvent des crises stables. Souvent, ce qu'on veut améliorer, c'est les effets secondaires et la tolérance. On veut le même contrôle de crise avec moins de traitement et une meilleure tolérance. On va choisir l'antiépileptique à réduire. Généralement, on prend celui qui est inefficace historiquement, celui qui est responsable d'effets secondaires, celui qui avait une faible valeur ajoutée, et celui qui a des interactions, ou un ancien qui a été maintenu par inertie. C'est vrai qu'on peut maintenir des traitements par inertie. C'est-à-dire que en fait, le traitement, il est là par habitude et on ne l'a jamais remis en cause. La règle générale, par contre, de cette planification de la réduction, c'est en clair un seul antiépileptique à la fois, des modifications qui sont très lentes, une seule modification, et on s'adapte à la demi-vie au profil de la molécule. Généralement, on fait qu'un seul mouvement à la fois parce qu'autrement, on se perd. Si je baisse un traitement et que j'en augmente un et que le patient va moins bien, je vais me poser la question, est-ce que c'est la baisse du traitement ou est-ce que c'est l'augmentation de l'autre qui est en jeu? Donc c'est pour ça qu'on va faire l'un après l'autre. On va baisser de 10 à 25% la dose. On va aller très lentement tous les 2 à 4 semaines et encore plus lentement pour certains antibiotiques. Et enfin, après, quand on va prendre du recul, hein, les épilepsies comme ça, c'est des épilepsies qui sont rebelles où il faut aller très lentement. On sait très bien que dans ces épilepsies-là, il y a aussi des phénomènes de période. Il y a des périodes où les enfants vont aller moins bien, sans aucune modification de traitement, puis se calmer sans qu'on ait rien fait. Donc il y a des fluctuations. Donc il va falloir aller lentement pour évaluer l'efficacité de ce traitement. Généralement, on se donne 6 mois. Et ensuite, on va dire, bah, est-ce qu'on a eu un échec ou est-ce qu'on a eu un succès? En cas d'échec, on va avoir tendance à remonter la molécule qui marchait finalement. Et en cas de succès, ben, on va s'attaquer à celui d'après s'il y en a encore beaucoup. Là, c'est un cas de ma pratique, hein, c'est un transfert d'un patient qu'on m'a transféré, vous voyez. Chère consoeur, donc c'est madame, monsieur, j'ai vu en consultation à la demande de la famille, un enfant donc, qui présente une encéphalopathie à début précoce, depuis le début suivi par le docteur X, avec, en raison de son âge à 15 ans, la nécessité d'un relais chez les adultes. Mais maman a préféré prendre avis auprès du CH de machin. Bon, ça, c'est pas grave. En fait, ce qui est important, c'est la fin, c'est tous les traitements antiépileptiques ont, pour ainsi dire, été essayés chez cet enfant, y compris les plus récents. Et c'est la seule information que j'avais chez ce patient qui avait 6 ou 7 traitements antiépileptiques. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois, ça s'apparente quand même à de l'archéologie pour comprendre quelle était l'efficacité des traitements, quel traitement avait un intérêt, quel traitement n'en avait pas, quel traitement mettre. Et vous voyez, chez cette patiente, elle avait un calendrier de crise qui était tenu de la maman depuis 2006 jusqu'à 2022. Donc elle m'a mis tout dans un tableur Excel pour que je vois les crises. Donc c'est un enfant qui était capable, vous voyez, de faire 150 crises par mois. Et vous avez ici, donc son épilepsie était très peu active au début, puis tout d'un coup, pouf, elle s'est mise à exploser. Elle a été calmée, et puis là, elle remonte tranquillement depuis des années, et aujourd'hui, bah, elle fait encore 50 crises par mois. Quand on prend les antiépileptiques de cette patiente, alors vous voyez, c'est pas mal parce que finalement, on a peu dépassé les 3 à 4 antiépileptiques par période. Donc on voit que c'est une polythérapie qui était quand même assez raisonnable. Et vous voyez bien que pour choisir un antiépileptique dans ce cas-là, c'est un peu complexe. Et en fait, ce que j'ai fait,
Donc d'abord, vous pouvez voir une chose qui était intéressante, c'est que le vigabatrin, à chaque fois qu'on a essayé de l'arrêter, on s'est pris une recrudescence des crises. Donc le vigabatrin, bah, à chaque fois, vous voyez, on a essayé de l'arrêter plusieurs fois, mais à chaque fois, il a été remis. Parce que recrudescence des crises, avec une efficacité quand même assez moyenne sur cette période-là où il a été remis. Et ce qui était intéressant sur ce traitement-là, c'était de voir en fait que quand la lamotrigine était mise en place, ici et ici, elle avait eu une très bonne efficacité avec une bonne chute des crises. Donc chez cette patiente, la solution était de remettre de la lamotrigine et ça a quand même beaucoup amélioré la situation. Mais vous voyez, c'est un cas exceptionnel, c'est-à-dire qu'on a rarement ces journaux de crise, on a rarement tous les traitements qui ont été mis chez un patient. Et souvent, on se réfère à la famille en leur disant qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et les familles, parfois, sur des très vieux traitements, ont beaucoup de mal à se dire bah, c'est celui-là qui ne marchait pas, c'est celui-là qui a eu des effets secondaires. Donc en fait, en pratique, c'est pas toujours simple en fait de gérer les antiépileptiques. Et ce patient-là, finalement, il n'avait pas tout essayé. Contrairement à ce qu'avait dit le neuropédiatre, il n'avait jamais essayé certains traitements comme la stiripentol, le cénobamat ou la carbamazépine. Je pense que c'est pas un patient à qui il fallait mettre de la carbamazépine, mais le stiripentol aurait pu être intéressant, le cénobamat, à mon avis, sera intéressant. Pour conclure, honnêtement, c'est là que c'est difficile, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. C'est-à-dire que parfois, il faut savoir aussi accepter qu'on est dans une situation qui est plutôt stable et qu'il faut prendre du temps. Baisser les traitements, je suis le premier à trouver que c'est génial. Dans la pratique, quand vous déstabilisez une épilepsie, c'est pas toujours simple de la restabiliser. Et parfois, notamment dans les arrêts de traitement, il nous arrive d'arrêter un traitement et de devoir en mettre 2, 3, 4 pour arrêter la même épilepsie, ce qui est quand même fortement dommage et fortement préjudiciable pour les patients. C'est-à-dire que parfois, on a une pression en tant que neuropédiatre des parents qui veulent arrêter les antiépileptiques et c'est notre travail de leur dire ce n'est pas raisonnable, cet enfant doit rester sous antiépileptique à vie avec une seule molécule dans une situation très contrôlée. Et parce que l'arrêt permet parfois d'avoir 1 à 2 ans sans crise, mais quand l'épilepsie repart, généralement, elle est assez dure à arrêter. La deuxième, ça va être un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. C'est-à-dire qu'espérer toujours mieux, bah, c'est de la même façon. C'est-à-dire que parfois, quand on est dans une situation stable, il faut savoir aussi l'accepter et pas diminuer des traitements antiépileptiques. Mais de la même façon, parfois, il faut savoir aussi remettre en question la pratique pour dire, bah là, il a 5 antiépileptiques, il n'est pas équilibré. Ce qui est embêtant, en fait, la situation qui nous embête le plus, c'est quand le patient n'est pas équilibré, en fait. Parce que là, on se retrouve à devoir arrêter des molécules pour en mettre d'autres. Et c'est des situations qui sont beaucoup plus complexes parce qu'on doit arrêter des molécules alors que l'enfant fait des crises ou que le patient fait beaucoup de crises pour en mettre une nouvelle parce qu'on ne veut pas dépasser 4, 5 traitements. Et enfin, le dernier, c'est Rome ne s'est pas fait en un jour. Bah oui, il faut être lent. Il faut être lent. C'est des patients qui sont très fragiles, qui n'aiment pas les variations rapides. Ça se passe en général de manière très compliquée. Donc, il faut être plutôt très lent dans ses choix, dans ses directions, mais avoir des directions qui soient quand même prises, des décisions qui soient prises, mais sur du long terme. Écoutez, j'ai fini mon intervention, je laisse la parole. Merci beaucoup, docteur Mathieu Kuchenbusch, pour votre intervention qui est très éclairante. Avant d'avoir les questions, hein, donc maintenant, commencez à utiliser le chat pour poser les questions au docteur. Hein, comme vous avez dit avant, il y répondra par la suite. Maintenant, on va entendre le docteur Sophie Dizet, pardon, qui, donc docteur, on va vous laisser le micro. On va partager votre document. Merci de vous présenter et nous allons donc démarrer. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Sophie Dizet et je suis pharmacien et docteur en psychopharmacologie, responsable du Centre de ressources et d'expertise en psychopharmacologie, le CREP. Et je vous remercie infiniment de m'avoir invitée à ce tour de conférence sur les épilepsies pharmacorésistantes. Merci à la présentation de mon confrère, à laquelle je fais suite pour vous parler aujourd'hui de tout ce qui est optimisation thérapeutique dans les épilepsies pharmacorésistantes et plus particulièrement un focus sur la psychopharmacologie des troubles du comportement. Je suis désolée, je vois qu'il y a des doublons dans mon diaporama. J'ai dû... bon, je m'excuse. Je pense qu'il y a des choses que je vais un petit peu reprendre, enfin peut-être faire en doublon par rapport à ce qui a été dit auparavant. Je vais essayer de réadapter pour pas trop en faire justement.
Les épilepsies pharmacorésistantes, c'est vrai que ça représente vraiment pour nous un vrai défi thérapeutique parce que déjà c'est fréquent, elles touchent à peu près 30% des patients qui souffrent d'épilepsie. Et ces formes d'épilepsie, elles s'accompagnent fortement et très souvent d'une polymédication complexe. Là où je rentre en jeu, c'est que les interactions médicamenteuses et les effets secondaires cumulatifs, ils vont aller compliquer la prise en charge de ces patients souffrant d'épilepsie pharmacorésistante. Ces patients, souvent polyhandicapés, ils sont particulièrement vulnérables, notamment ils présentent un risque élevé d'effets secondaires, à la fois psychiques et aussi sur le plan cognitif, qui vont là aussi pouvoir altérer leur qualité de vie et bien sûr celle de l'entourage et des soignants qui tentent de prendre en charge ces patients. L'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est de vous montrer mes stratégies d'optimisation du rapport bénéfice-risque pour chaque traitement, qu'il soit anti-épileptique ou psychotrope, et plus particulièrement sur les psychotropes. Dans un contexte où la maîtrise des crises, elle doit se faire non au détriment d'un fonctionnement cognitif ou comportemental délétère, l'approche, elle doit évidemment être individualisée. Et c'est ce que je vais essayer de vous aborder en vous montrant les grands principes psychopharmacologiques en termes de prescription raisonnée, les interactions critiques qui sont importantes à surveiller. Je vais faire vraiment des choix parce qu'on ne pourra pas aborder tous les points, et l'importance d'une approche pluridisciplinaire qui intègre à la fois neurologues, neuropédiatres, psychiatres, pharmaciens, toutes les équipes éducatives et évidemment l'entourage et le patient. Cela va de soi. Dans un projet thérapeutique, il se doit être cohérent et évolutif aussi. Diapositive suivante. Pour prendre en charge de manière optimale ces patients, avant toute modification thérapeutique, une évaluation initiale rigoureuse et systématique va constituer vraiment le socle de cette prise en charge pour qu'elle soit réussie. Pour ce faire, ce qu'il est important de faire, et c'est ce que disait l'intervenant précédent, c'est de réaliser un historique, si c'est possible, médicamenteux complet, notamment en recensant exhaustivement tous les antiépileptiques, mais aussi les psychotropes qui ont déjà été utilisés, tout en incluant les posologies actuelles, les durées de traitement, les tentatives antérieures. Ça va nous permettre d'identifier à la fois ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, mais aussi les redondances, les doses suprathérapeutiques ou les associations qui seraient potentiellement délétères. Ensuite, évidemment, il est important de caractériser les crises. Ça, c'est plus que du domaine de ce que vous a expliqué le neuropédiatre. Et aussi l'évolution récente sous le traitement actuel. Alors là, c'est évidemment très précieux quand, comme vous l'a présenté l'intervenant précédent, quand la famille a pu réaliser un agenda de crise. Ça nous permet vraiment de suivre correctement l'évolution de tout ça, et aussi en fonction des psychotropes qui ont été introduits. Faire un bilan des comorbidités, c'est indispensable afin d'évaluer systématiquement les dimensions à la fois cognitives, sur l'attention, sur la mémoire, et l'état thymique du patient. Est-ce qu'il y a des symptômes dépressifs, des symptômes anxieux, la qualité du sommeil, et aussi les troubles du comportement associés. On peut utiliser des échelles standardisées comme l'échelle d'Hamilton ou l'inventaire de Beck, qui sont des échelles psychiatriques, mais qu'on peut utiliser chez ces patients-là pour comprendre ces comorbidités, évaluer la fragilité psychique des patients en identifiant des manifestations comportementales, en identifiant ces manifestations et aussi l'intensité de ces manifestations en fonction des traitements mis en place, comme l'agitation psychomotrice, l'anxiété, les symptômes dépressifs, les symptômes d'irritabilité, les symptômes d'agressivité, verbale ou physique. Et ça, c'est important de caractériser aussi cela parce que les traitements psychotropes qui vont être mis en place vont être différents en fonction des types d'agressivité, par exemple, les troubles du contrôle de l'impulsivité. Et ces orientations vont permettre ces éléments vont nous permettre d'orienter, de guider nos interventions psychopharmacologiques. Et bien sûr, enfin, définir nos objectifs thérapeutiques avec le patient, avec l'équipe soignante, avec l'équipe éducative et la famille, de façon à hiérarchiser, en concertation aussi avec le neurologue, ce qu'on veut faire en premier, réduire évidemment la fréquence, l'intensité des crises, cela va de soi, mais aussi améliorer la tolérance cognitive, comportementale et préserver au maximum
une autonomie fonctionnelle et évidemment une qualité de vie globale satisfaisante. Diapositive suivante. Pour optimiser les traitements antiépileptiques, il est important d'identifier et de réduire les molécules qui sont à risque comportemental, notamment l'optimisation de la stratégie antiépileptique. Elle va aussi nous être importante dans le sens où voir les médicaments antiépileptiques ou anti-crise qui vont avoir un impact sur le risque comportemental. Par exemple, le lévétiracétam et le pérampanel, qui sont 2 molécules qui sont assez fréquemment mises en place dans le traitement de ces épilepsies. Ces molécules, qui sont des molécules efficaces, sont fréquemment associées à des effets psychiatriques significatifs. Le lévétiracétam, il est connu pour induire chez à peu près 10 à 15% des patients une irritabilité marquée avec une agressivité verbale ou physique et parfois, malheureusement, des idées suicidaires. Le pérampanel, lui, il présente un risque similaire à la fois d'hostilité, de modification comportementale, particulièrement dans des doses élevées. Et chez les patients qui présentent des antécédents psychiatriques, ces molécules, elles doivent donc être utilisées avec une certaine vigilance. Et peut-être qu'il faudra envisager un autre antiépileptique pour éviter ce surrisque. Concernant le topiramate et le zonisamide, ces médicaments, ils présentent un profil cognitif qui est relativement défavorable. Le topiramate, par exemple, qui est connu notamment pour ses effets sur la perte de poids, il est particulièrement connu pour induire aussi un ralentissement psychomoteur. Des difficultés de concentration et des troubles mnésiques, notamment en termes de mémoire des mots, et parfois une apathie qui peut être marquée, voire un état dépressif. Le zonisamide, lui, il partage certains de ses effets et bien que souvent quand même mieux toléré, ce médicament, il a aussi des effets dose-dépendants et réversibles à l'arrêt. Ce qui fait qu'une réduction progressive des doses ou une substitution par d'autres médicaments moins à risque, si cela est possible, en concomitance avec le neurologue, le neuropédiatre, peut permettre d'améliorer le fonctionnement cognitif sans évidemment compromettre le contrôle des crises, par exemple en switchant vers de la lamotrigine ou du lacosamide quand cela est possible. D'autre part, les vieilles molécules, les plus vieilles molécules comme le phénobarbital ou les benzodiazépines, ont aussi, en termes d'utilisation chronique, des effets délétères importants avec des effets de désinhibition comportementale paradoxale bien connus, notamment chez l'enfant et la personne âgée, des troubles cognitifs qui sont cumulatifs avec les doses et avec les autres molécules psychotropes, des effets de dépendance à la fois physique et psychique et potentiellement un syndrome de sevrage qui peut être grave. Ce qui fait que la déprescription de ces médicaments, elle doit être envisagée, mais elle doit être envisagée de manière concertée et surtout très progressive et sous surveillance neurologique étroite, parce que le risque là, pour le coup, de rebond de crise épileptique, il est très, très important. Diapositive suivante. On a plusieurs traitements psychotropes, dans les psychotropes qu'on peut être amené à mettre en place, qui peuvent avoir eux aussi des effets, des effets bénéfiques, bien sûr, sur le trouble du comportement, mais aussi des effets délétères sur l'épilepsie. Par exemple, dans la classe des médicaments antipsychotiques, je me demande si je n'ai pas une diapositive suivante où on verra mieux ça. Oui, voilà, ce serait peut-être un peu, non, pas forcément. Bon, c'est pas grave. Dans la classe des médicaments antipsychotiques, par exemple, on a certaines molécules comme la clozapine, le Leponex, ou les plus vieilles molécules comme la chlorpromazine, pardon, le Largactil, qui ont un risque épileptogène majeur. De ce fait, on va évidemment les éviter, même si on a un trouble du comportement, et on va plutôt privilégier des molécules comme la risperidone, qui est mieux connue pour avoir moins d'abaissement du seuil épileptogène, ou l'aripiprazole, ou l'olanzapine et la kétiapine.
dans les classes de médicaments antidépresseurs qui vont être intéressants à la fois pour traiter les dépressions caractérisées, mais aussi les symptômes anxieux chez ces patients souffrant d'épilepsie pharmacorésistante. On va éviter tout ce qui est antidépresseurs tricycliques, comme par exemple l'anafranil ou le bupropion, puisque eux ont un risque convulsivant élevé. En revanche, on va plutôt privilégier tout ce qui est sérotoninergique, notamment la sertraline, les citalopram, ou les IRSNA comme la venlafaxine, qui vont être moins connus pour avoir des risques d'abaissement de seuil épileptogène et moins d'interactions sur le plan pharmacocinétique. On peut aussi être amené à utiliser certains thymorégulateurs pour stabiliser l'humeur ou l'impulsivité dans les troubles du comportement. Dans ces cas-là, très souvent, on va utiliser des thymorégulateurs qui sont aussi des molécules antiépileptiques comme le valproate, comme la carbamazépine ou l'oxcarbazépine. Et là, on va avoir une action conjointe sur les crises. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif. Mais attention au risque de toxicité cumulative, notamment hépatique et hématologique. Et attention, c'est ce que vous a dit l'intervenant précédent, avec les interactions sous valproate et sous carbamazépine qu'on va revoir dans la diapositive suivante. Les benzodiazépines, quant à elles, sont dans le cadre des troubles du comportement induits ou comorbides aux épilepsies pharmacorésistantes à éviter, notamment en chronique, alors à la rigueur en agitation aiguë, mais l'usage chronique et prolongé sans réévaluation est de toute façon toujours un rapport bénéfice-risque défavorable dans le cadre des troubles du comportement. Dans la diapositive suivante, vous voyez qu'il est important, donc, dans les épilepsies pharmacorésistantes, de se poser la question, pour le traitement des comorbidités psychiatriques, d'une polymédication qui soit raisonnée. Et les principes d'une polymédication raisonnée, c'est de privilégier les synergies médicamenteuses, notamment les synergies en termes de mécanismes d'action, donc associer des molécules qui ont des mécanismes d'action complémentaires, parce qu'on peut être amené à associer des mécanismes d'action parfois inverses, et donc dans ce cas-là, on va faire pire que mieux. Ajuster évidemment les doses, mais aussi les horaires, parce que très souvent, le fait de fractionner les prises va réduire les pics de concentration plasmatique et donc les effets secondaires. Éviter les associations multiples de médicaments psychotropes, ça c'est une règle générale qu'il faut éviter, notamment pour éviter les effets indésirables, notamment sur le plan neurologique. Et bien sûr, réévaluer très régulièrement, tous les 3 mois minimum, l'efficacité et la tolérance et l'impact sur la qualité de vie de ces médicaments. Est-ce que le rapport bénéfice-risque est favorable ou non? Attention avec certains médicaments antiépileptiques qui vont avoir des interactions sur les médicaments psychotropes qu'on va mettre en place. Par exemple, le Tegretol, la carbamazépine, est un médicament inducteur enzymatique. Il va donc avoir un effet sur beaucoup de médicaments en règle générale, mais aussi sur beaucoup de psychotropes, comme les antidépresseurs, certains antipsychotiques, certaines benzodiazépines, et il va diminuer l'efficacité de ces médicaments associés. Les valproates vont avoir des interactions sur les médicaments antipsychotiques, sur le lithium, sur la lamotrigine associée. Ils vont inhiber l'enzyme qui est responsable de la dégradation de ces médicaments avec un risque de toxicité par accumulation de doses et un risque de syndrome sérotoninergique élevé en association. Le levétiracétam, lui, va avoir une interaction avec une potentialisation des effets secondaires sur le plan comportemental des benzodiazépines, mais aussi des antidépresseurs, avec risque d'agitation, d'irritabilité. Et la lamotrigine, elle, interagit avec les sérotoninergiques, les antidépresseurs sérotoninergiques et les valproates, avec un risque faible, mais quand même existant, d'interaction. Notamment, on sait que le valproate multiplie par 2 les concentrations plasmatiques en lamotrigine, ce qui fait qu'il y a un risque, évidemment, d'effet indésirable. Diapositive suivante, s'il vous plaît. C'est pourquoi, devant tout trouble comportemental, il est nécessaire d'envisager une approche non médicamenteuse avant d'envisager l'approche médicamenteuse. Et malheureusement, si je le répète aujourd'hui, c'est que en réalité, souvent, c'est moins fait. Donc les approches non médicamenteuses complémentaires
et surtout indispensable en initiation, ça va être les psychothérapies adoptées, notamment les thérapies comportementales et cognitives, les approches comportementales structurées, et évidemment tout ce qui est soutien familial et éducatif dans les familles de patients épileptiques pharmacorésistants qui subissent un stress élevé avec un risque d'épuisement, de burn-out, sont essentiels, et aussi optimiser le sommeil et réduire les facteurs déclenchants, puisque le sommeil est un des facteurs déclenchants des crises d'épilepsie. Donc l'établissement de règles d'hygiène de sommeil rigoureuses, d'éducation et d'identification des autres facteurs déclenchants, notamment le stress, les stimulations lumineuses, l'alcool, font également partie intégrante de ce plan thérapeutique global. Diapositive suivante. Comme je le disais au tout départ, la coordination des expertises avec une approche multidisciplinaire est essentielle dans la prise en charge de ces épilepsies pharmacorésistantes avec troubles du comportement. Et cela nécessite une coordination étroite à la fois entre professionnels de soins, de santé, et famille et entourage et patients pour une prise en charge systémique de ces troubles du comportement. Notamment, évidemment, le neurologue, l'épileptologue va être le pilier dans la stratégie anti-épileptique, le pharmacien clinicien, de préférence expert en psychopharmacologie, va permettre d'avoir un rôle essentiel pour vérifier tout ce qui est interaction, prévenir les effets indésirables et éduquer le patient à la bonne gestion des traitements. Le psychiatre va permettre d'évaluer et prendre en charge les dimensions comportementales et psychiatriques, souvent associées à ces épilepsies pharmacorésistantes. Et évidemment, tout ce qui est neuropsychologue, éducateur et famille sont essentiels. Le neuropsychologue est essentiel pour évaluer l'impact cognitif par des bilans cognitifs de ces traitements. Les éducateurs spécialisés, les équipes pédagogiques pour mettre en œuvre les stratégies comportementales au quotidien. Et la famille, qui est un acteur central, va être là pour observer, rapporter les changements, participer aux décisions. C'est pour ça que, à mon sens, leur formation est essentielle, elle aussi, pour réussir un projet thérapeutique pluridisciplinaire chez ces patients. Diapositive suivante. Dans la diapositive suivante, je vais vous présenter un cas clinique que j'ai rencontré. Donc, c'est un jeune patient qui a 12 ans, qui est polyhandicapé, qui présente une déficience intellectuelle modérée avec des troubles moteurs. Il a une épilepsie pharmacorésistante depuis l'âge de 5 ans. Et actuellement, malgré une bithérapie qui associe du valproate à 800 mg par jour et du topiramate à 150 mg par jour, il continue à avoir des crises. Alors dans le dossier, il est dit crise focale avec généralisation secondaire qui persiste à raison de 5 à 7 épisodes par semaine tout de même, avec évidemment un impact important sur la scolarité. Il est scolarisé en section Ulysse et sur la vie familiale. On note beaucoup de comorbidités, notamment une agitation psychomotrice en fin d'après-midi et de soirée, des troubles du sommeil avec un endormissement difficile, des réveils nocturnes fréquents, une irritabilité marquée avec des crises de colère, un traitement actuellement par risperidone. Il était à 0,5 mg par jour, introduit à 6 mois avec une efficacité partielle sur l'agitation, mais l'apparition d'une prise de poids significative de plus de 4 kg actuellement. On m'interpelle pour me demander ce qu'il est intéressant de faire pour l'agitation psychomotrice notamment, sachant que le psychiatre qui m'interpelle souhaite augmenter l'aripiprazole et ajouter du tertian à ce jeune patient. Alors premièrement, j'interpelle le médecin neurologue qui suit ce patient, qui, au vu de la non-efficacité dans cette épilepsie pharmacorésistante des molécules de l'association valproate-topiramate, me propose une introduction de levétiracétam, avec une titration progressive sur 6 semaines, comme 3e antiépileptique. Il me dit qu'il y a une bonne tolérance, une action avec un spectre large.
Il préconise évidemment une surveillance hebdomadaire des fréquences de crise et aussi de l'état comportemental. Je lui demande s'il est possible de réduire le topiramate dans le sens où c'est une molécule qui est connue pour des effets cognitifs secondaires délétères, sur un ralentissement et aussi sur des troubles de l'apprentissage et aussi sur des effets psychocomportementaux dans l'agitation. Il me propose donc une réduction en concomitance progressive du topiramate de 150 mg à 100 mg sur 4 semaines. On ajuste le traitement par risperidone. Je déconseille de l'augmenter à 1 mg. Je reste à 0,5 mg par jour, mais en fractionnant la posologie à 0,25 mg le matin et le soir. Tout cela pour améliorer la tolérance de ce médicament, notamment sur la prise de poids. Et bien sûr, je préconise une surveillance du poids, des paramètres métaboliques, la glycémie, le bilan lipidique et tout ça. C'est très important pour ce médicament. En parallèle, je contre-indique l'ajout du tertium qui est nocif sur l'abaissement du seuil épileptogène et qui va fortement sédater ce jeune patient, ce qui est contre-productif chez un jeune patient qui est en apprentissage. À côté de ça, on réalise un suivi rapproché multidimensionnel, comme on en a l'habitude, avec une coordination entre le neurologue, le psychiatre, le pharmacien, le neuropsychologue, les éducateurs référents, la famille, le jeune patient. Et 6 mois après, on réévalue ce jeune patient. Donc, vous voyez, on n'a pas fait beaucoup de choses finalement. On n'a pas introduit beaucoup de choses. On a surtout, enfin, moi de mon côté, j'ai surtout essayé de résister à la velléité d'introduire plein de molécules différentes parce que c'est souvent ça qui est préconisé. Et au bout de 6 mois, on améliore fortement la tolérance cognitive et comportementale. Et de fait, une amélioration sur le plan de l'agitation psychomotrice en fin d'après-midi. Et à côté de ça, une réduction aussi des crises d'épilepsie, ce qui nous permet une réduction d'agitation vespérale et une stabilisation pondérale. Alors, on n'a pas de perte de poids, mais on a une stabilisation de la prise de poids et donc une amélioration en termes de qualité de vie du jeune patient. Voilà, c'était un cas pour vous illustrer, donc diapositive suivante, l'intérêt vraiment de viser un équilibre efficacité-tolérance maximale avec une réévaluation dynamique en termes de polymédication de tous ces traitements psychotropes, notamment sur les troubles du comportement. L'intérêt essentiel de se mettre en relation les uns les autres et d'un partenariat avec la famille. Et bien sûr, le principe essentiel de réévaluation du rapport bénéfice-risque de ces traitements médicamenteux mis en place tous les 3 mois, comme je vous l'ai dit, minimum. Diapositive suivante. Donc, je vous remercie pour votre attention et je reste à disposition pour toute question. Et vous pouvez m'interpeller donc sur le Centre de ressources et d'expertise en psychopharmacologie. Vous avez mes coordonnées désormais qui sont affichées sur cette diapositive. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention. On va maintenant continuer avec le docteur Alban Pelluet, qui va intervenir sur les épilepsies pharmacorésistantes et comorbidités psychiatriques. Docteur, on vous écoute. Docteur Pelluet, je suis médecin du sommeil et de formation pédopsychiatre au centre hospitalier Le Vinatier à Lyon, dans un pôle, donc le pôle HUADIS, qui est spécialisé dans les troubles du neurodéveloppement complexe. Du coup, j'interviens dans le cadre du réseau Génopsy, donc, qui s'occupe des maladies rares à expression psychiatrique, dans lesquelles on retrouve régulièrement comme comorbidité une épilepsie. Donc, je vais vous parler d'abord un petit peu de la prescription des psychotropes, voilà, plutôt du côté médical, parce que ça a été déjà bien abordé par ma collègue pharmacologue. Mais du coup, voilà, nous en pratique, comment on le fait, enfin comment on fait et comment on choisit les traitements. Et puis ensuite, je vous ferai une partie sur le sommeil, puisque c'est vraiment le cœur de ma spécialité à l'heure actuelle. Bon, j'insiste encore sur l'importance de la coordination dans les maladies rares, donc entre le neuropédiatre ou le neurologue et le psychiatre ou le pédopsychiatre. Notamment, nous, on a souvent la problématique pour des patients qui ont des troubles du développement intellectuel et pour qui on suspecte une épilepsie comorbide, pour réaliser l'EEG quand il y a des troubles du comportement qui sont importants.
en sachant que voilà, normalement, on nous demande de prémédiquer uniquement avec de la mélatonine. Et donc, nous, on a souvent des discussions en amont avec nos collègues neuropédiatres pour voir voilà, la balance bénéfice-risque. Si on a une forte suspicion d'épilepsie et qu'on a besoin d'une prémédication par un antipsychotique, et ben voilà, au cas par cas, on peut voir voilà, pour faire une prémédication un peu inhabituelle. Et tout ça, ça se fait dans la coordination et la discussion entre les différentes spécialités. On a également le problème avec des patients qui sont sous benzodiazépine de façon chronique et pour qui on essaye de les sevrer parfois pour la réalisation d'un EEG. Voilà, c'est des choses qui s'anticipent et qui demandent une bonne coordination. Alors, à Lyon et à Dijon, en fait, on a mis en place, il y a quelques mois, une RCP nationale de psychopharmacologie des troubles du neurodéveloppement et sommeil. Donc, on réunit à la fois des psychiatres, des pédopsychiatres, des neurologues, des neuropédiatres, des médecins du sommeil, des pharmaciens, des pharmacogénéticiens, des généticiens et après, plus occasionnellement, des cardiologues, des cardiopédiatres et des endocrinopédiatres. Donc, c'est tous les 2 mois, les lundis de 13h à 14h30. C'est national, donc tout le monde peut nous solliciter si voilà, il faut qu'il y ait une comorbidité psychiatrique qui est un trouble du neurodéveloppement. Mais voilà, je vous ai mis les coordonnées au cas où. Ça nous permet vraiment de donner un avis thérapeutique qui est complet, puisqu'on a nos collègues pharmaciens, pharmacogénéticiens qui apportent vraiment le versant pharmacologique. Les pharmacogénéticiens, nous à Lyon, on a l'habitude de beaucoup réaliser de bilans pharmacogénétiques pour vraiment pouvoir permettre une prescription qui soit personnalisée, éviter de proposer des lignes de traitement qui vont être inefficaces parce qu'il y a une modification de certains cytochromes chez certains patients qui ont des maladies génétiques et donc plus de risques de mutation à ce niveau-là. Et du coup, voilà, on arrive régulièrement quand même à trouver des possibilités pharmacologiques intéressantes, comme on est quand même assez nombreux. Donc voilà, je vous en parle si jamais ça peut vous intéresser. Alors là, je vais passer vite parce que bon, ma collègue a déjà fait le tour des psychotropes qui abaissent le seuil épileptogène, mais c'est vrai que en psychiatrie, on a tendance à vouloir régulièrement prescrire des antipsychotiques. Et dans les maladies rares, j'en reparle un petit peu après, mais la clozapine, c'est vrai que c'est le traitement roi qui permet une très grande amélioration des troubles du comportement avec des toutes petites doses de clozapine. Et donc, on travaille très souvent en collaboration fine avec les neurologues pour ces patients qui sont très résistants, que ce soit au niveau psychiatrique et au niveau de leur épilepsie, voilà, pour essayer d'ajuster ces traitements. Alors, nous, on le fait souvent pendant une hospitalisation, comme ça, on peut les surveiller de près, ce qui est quand même plus pratique. Bon, je vous ai cité les autres, mais ma collègue les a déjà développés, donc je ne vais pas m'attarder. Ma collègue a aussi évoqué l'intérêt double de certains psychotropes. C'est vrai que de mon expérience de psychiatre, pour des patients qui avaient des épilepsies comorbides à un épisode dépressif récurrent ou à des troubles bipolaires, et ben pour éviter justement de faire un millefeuille de traitements, on essaye de recouper certains traitements. Et pour ça, la lamotrigine et l'acide valproïque ont vraiment toute leur place. Et j'ai eu vraiment énormément de patients qui ont été très, très bien stabilisés et sur le plan épileptique et sur le plan thymique grâce à la lamotrigine, notamment pour ceux qui faisaient des épisodes dépressifs récurrents qu'on traite normalement plutôt, nous, par des antidépresseurs. Et la lamotrigine, on le réserve plutôt pour les troubles bipolaires de type 2, donc qui ont plutôt des épisodes dépressifs. Et en fait, chez certains patients qui ont un trouble unipolaire, ça peut être très intéressant quand il y a une épilepsie comorbide. Alors, dans le cadre des maladies rares, l'importance de la coordination est encore plus importante puisqu'on a des patients qui ont des atteintes de plusieurs organes la plupart du temps. Je vous en parlais de la clozapine, vraiment, qui, pour nous, fait vraiment des miracles. On a vraiment beaucoup, beaucoup de patients dans notre service qui sont passés sous clozapine. Et voilà, ça demande un ajustement très fin avec le neurologue, mais on a quand même des patients qui ont des épilepsies qu'on arrive à mettre sous clozapine à de toutes petites doses sous surveillance rapprochée à l'introduction.
Et puis, je vous ai remis l'intérêt du bilan pharmacogénétique. Alors, ce n'est pas forcément facile d'accès dans toutes les villes. Il faut trouver des centres qui ont des pharmacogénéticiens. C'est vrai qu'à Lyon, on a la chance d'avoir une équipe très dynamique de ce côté-là. Et ils nous aident vraiment énormément à aiguiller nos prescriptions pour nos patients qui sont relativement résistants. Alors, sur les liens avec le sommeil, alors j'ai fait un petit point sur l'impact de l'épilepsie sur le sommeil. En fait, l'épilepsie va avoir une atteinte à la fois de la macrostructure et de la microstructure du sommeil. Alors, la macrostructure, c'est en gros l'image qu'on va avoir sur la nuit de notre sommeil. Et on voit qu'il y a beaucoup plus d'éveil pendant la nuit, ce qui crée une fatigue la journée et un sommeil qui est moins réparateur. Normalement, dans notre sommeil, on a un certain nombre d'éveils qui sont physiologiques. Alors, quand on est un jeune adulte, c'est aux alentours de 10, et puis après, en vieillissant, c'est à peu près la moitié de notre âge. Mais au-delà, eh ben, ça devient pathologique et on augmente du coup la fatigue puisque notre sommeil va être moins profond. En fait, notre sommeil, il est composé de 4 stades, le stade N1, N2 qui sont les stades de sommeil lent léger, N3 qui est le sommeil lent profond, et puis le sommeil paradoxal qui est le sommeil des rêves. Et le sommeil N3, pour y arriver, il faut être passé par le stade N1 et N2. Et en fait, à chaque fois qu'on se réveille, on repasse par N1, N2. Et du coup, le temps qu'on met pour arriver au sommeil lent profond, il est beaucoup plus long, ce qui fait qu'on a un sommeil qui est moins réparateur, puisque c'est vraiment le sommeil lent profond qui permet vraiment de réparer, de nettoyer le cerveau, en fait, en gros. La microstructure du sommeil, alors là, je vous ai mis des petites images sur la droite. En fait, donc on a un sommeil déjà qui est plus fragmenté. On a beaucoup de micro-éveils, donc des éveils qui sont vraiment très courts, qui peuvent faire que 3 secondes, dont on n'a pas du tout conscience, mais qui vont, pareil, nous refaire passer par le sommeil lent léger. Et du coup, on a beaucoup plus de changements de stade et comme je vous ai dit, beaucoup plus de micro-éveils. Et on a aussi les grapho-éléments du sommeil, donc qui sont des petits éléments qui nous permettent de savoir dans quel stade on est. Et notamment, on a les fuseaux de sommeil, donc les spindles que vous avez là sur la droite. En fait, dans le cadre de l'épilepsie, ils vont être plus longs, plus fins et plus rapides. Donc, pour l'interprétation en tant que médecin du sommeil, on a besoin d'avoir en tête que le patient est épileptique puisque ça va modifier un petit peu l'interprétation. Et puis, les ondes en dents de scie que je vous ai mises ici, qui sont des ondes qui annoncent le début du sommeil paradoxal, donc le sommeil des rêves, eh ben, elles sont moins denses et plus courtes. Donc, sur cette transition du sommeil lent léger au sommeil paradoxal, c'est pareil, on va moins avoir ces ondes en dents de scie. Et puis, sur les fonctions qui sont associées au sommeil, on a une régression des apprentissages parce que le sommeil, notamment le sommeil lent profond et le sommeil paradoxal, vont avoir un rôle important sur la consolidation de la mémoire et puis le rappel des apprentissages qu'on a fait dans la journée avant le sommeil. Et donc, quand on dort moins bien, que notre sommeil il est plus léger et plus fragmenté, et ben on consolide beaucoup moins bien nos apprentissages. Voilà, c'est ce que je vous disais, la consolidation mnésique liée au sommeil est moins efficace. Alors, on a aussi des épilepsies qui n'apparaissent que pendant le sommeil. En fait, le sommeil a un effet facilitateur pour les crises d'épilepsie, surtout en sommeil lent profond. En sommeil paradoxal, on voit très rarement des épilepsies. Et quand on arrive à en voir, parce qu'en fait, quand on enregistre le sommeil, par rapport aux électroencéphalogrammes, on met beaucoup moins d'électrodes. Le patient a déjà beaucoup d'autres capteurs pour qu'on puisse enregistrer la respiration. Donc, on essaye de limiter un peu le nombre d'électrodes au niveau du crâne. Mais quand on arrive à voir une crise épileptique en sommeil paradoxal, eh ben, l'endroit où on va la voir est assez localisatrice. Ça veut dire qu'on est très près du foyer de crise. Et puis donc, je vous cite 2 types d'épilepsie qui n'apparaissent que pendant le sommeil. C'est les épilepsies à pointe centrotemporale et puis les sleep-related hypermotor epilepsy. On a l'effet de la privation de sommeil aussi qui génère une hyperexcitabilité corticale. Et donc, il est très important, j'en parlerai après, mais de bien respecter le rythme du sommeil et d'avoir une hygiène de sommeil assez cadrée quand on a une épilepsie sous-jacente. Alors, je vous évoque aussi les SUDEP et le sommeil, qui est la mort subite liée à l'épilepsie résistante qui arrive pendant le sommeil
étant donné que c'est un moment qui est plus propice aux crises d'épilepsie. Voilà, il y a ce risque-là. Et puis, l'impact des traitements épileptiques sur le sommeil. Alors, la plupart des traitements sont sédatifs, donc ne vont pas impacter le sommeil, mais la lamotrigine, en clinique, les patients rapportent plus d'insomnie. Ça n'a pas été clairement démontré au niveau scientifique dans des études, mais c'est des choses qu'on retrouve quand même fréquemment en clinique. Et donc, dans ces cas-là, on essaye plutôt de prescrire le traitement le matin pour avoir un impact plus faible sur le sommeil. Alors ensuite, les pathologies du sommeil dans l'épilepsie, en fait, on voit que c'est assez fréquent. On a quand même un patient sur 2 qui va se plaindre de troubles du sommeil. Et puis, du coup, ça va avoir un impact important sur les crises et puis sur la qualité de vie du patient, hein. Ça, on l'a tous vécu quand on dort mal. Notre qualité de vie, elle en est tout de suite impactée. Le sommeil, c'est vraiment la plainte première. Et d'ailleurs, en tant que psychiatre, maintenant que je suis médecin du sommeil, je vois énormément de patients arriver vers moi avec une plainte de sommeil, alors qu'en fait, on a un trouble psychiatrique sous-jacent qui est très important et qui est là depuis des années. Mais c'est plus facile de consulter pour le sommeil que d'aller consulter pour un trouble psychiatrique. Et donc, on voit beaucoup de patients arriver par le biais du sommeil. Les insomnies, elles sont très fréquentes. Et puis, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil concerne quand même 1/3 des patients épileptiques. Et dans les épilepsies d'apparition tardive, c'est la moitié des patients qui sont concernés. Alors, si vous avez un patient stabilisé qui s'aggrave, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à rechercher un syndrome d'apnée obstructive du sommeil, puisque ça peut être une des explications. Et puis, alors, pour les explications de pourquoi on a plus d'apnée obstructive du sommeil, c'est que les traitements, ils peuvent faire prendre du poids et ils sont aussi souvent dépresseurs respiratoires. Et du coup, au moment du sommeil, où on a une hypotonie globale, on peut avoir plus facilement, du coup, des apnées qui se déclenchent. Alors, les règles d'hygiène de sommeil, donc je vous les cite ici pour que vous puissiez ensuite les mettre en pratique. Donc, c'est des horaires de coucher et de lever réguliers. Ce n'est pas toujours facile à faire appliquer par les adolescents, mais la grasse matinée du week-end, elle est souvent très néfaste pour le sommeil. Et donc, on tolère 1 à 2 heures de décalage du lever le week-end, mais pas plus que ça. Les levers à midi, 13 heures, c'est clairement très néfaste. S'exposer suffisamment à la lumière, alors surtout la lumière naturelle en journée et en particulier le matin pour couper la sécrétion de mélatonine. Bien prendre des repas à horaires réguliers. Le soir, on évite les repas trop copieux. On peut prendre un petit peu de féculents qui favorisent la sécrétion de mélatonine, mais on évite les repas trop gras qui vont avoir un impact négatif sur le sommeil. Les siestes ne sont pas contre-indiquées, hein. Ça peut être très bien de faire des siestes, mais il faut qu'elles soient inférieures à 1 heure et qu'elles soient plutôt positionnées en début d'après-midi. On évite après 16 heures, sinon on va diminuer la pression du sommeil et du coup majorer l'insomnie d'endormissement. Éviter la caféine après 13 heures et puis l'alcool et la nicotine après 17 heures. Et puis au coucher, on limite le bruit, la lumière et une température. Donc la température, elle doit être entre 18 et 20 degrés dans la chambre. Et puis dans l'idéal, arrêter les écrans 1 heure avant le coucher. Ce n'est pas toujours facile à faire appliquer par les adolescents, mais on essaye de se battre pour ça. On réserve bien le lit au sommeil. Par exemple, les jeunes qui regardent Netflix sur leur ordinateur dans le lit toute la soirée, ça c'est vraiment très néfaste sur le sommeil. Il faut dormir selon ses besoins, pas plus. Parfois, quand on a été un peu privé de sommeil, on se dit là, je vais me faire des grosses nuits de 14-15 heures, ça va me faire du bien. En fait, ce n'est pas forcément très bénéfique. Et puis, le sommeil perdu, souvent, on le rattrape pas, en tout cas pas avec de la qualité. On le rattrape en sommeil lent léger, souvent. Donc, ça n'a pas forcément d'intérêt. Il faut, dans l'idéal, qu'il n'y ait aucun écran dans la chambre à coucher. Et puis, si on se réveille la nuit, on n'allume pas la lumière, on ne consulte pas l'heure et surtout pas son téléphone. Si ça fait plus de 15 minutes à peu près en ressenti, sans avoir regardé l'heure, qu'on est dans son lit sans se rendormir, dans ces cas-là, on sort de son lit, on va sur le canapé, on fait une activité calme et peu stimulante. Il ne faut pas que ce soit un livre passionnant qu'on ouvre parce que dans ces cas-là, on ne va pas réussir à se rendormir.
Et puis, dès qu'on ressent à nouveau les signes de sommeil, voilà, des petits picotements, les yeux qui se ferment, un petit peu avoir un peu froid parce que notre température corporelle baisse, et ben dans ces cas-là, on peut retourner se coucher et on répète l'opération jusqu'à trouver le sommeil. Voilà, et enfin, je voulais revenir un petit peu sur la déprescription médicamenteuse. Alors, mon collègue neuropédiatre en parlait pour le côté épilepsie, qu'il ne fallait pas trop insister sur la déprescription quand la personne était bien stabilisée. Alors, c'est vrai que côté psychiatrie, je trouve que c'est quand même important de l'avoir en tête, alors surtout du côté des maladies rares avec des patients qui vont avoir des troubles du comportement. On a tendance à rajouter des traitements. Alors, la mélatonine, ça, c'est merveilleux. Depuis que c'est sorti, comme c'est un traitement qui fait assez peu peur, puisque en effet, il a peu d'effets indésirables, on a tendance à le prescrire à tort et à travers avec même des doses qui sont très élevées, jusqu'à 10 mg, sans avoir d'effet majeur sur le sommeil, voilà, sans avoir en tout cas vu une différence importante. Il ne faut vraiment pas hésiter à diminuer, voire arrêter la mélatonine quand on n'a pas d'effet vraiment franc. Là, ce qu'on est en train de voir, alors notamment nous, c'est sur des patients qui ont un syndrome de Smith-Magenis, donc qui ont une inversion totale de la mélatonine, qui sécrètent leur mélatonine la journée. On leur monte la mélatonine à des doses énormes et en fait, ils stockent la mélatonine dans les graisses, ce qui font qu'en fait, la journée, ils ont des relargages de mélatonine et nous, quand on leur dose la mélatonine, on se rend compte qu'ils ont des doses énormes mais bien plus importantes que la population générale dans le sang la journée. Enfin dans l'urine en l'occurrence, la journée, et donc ils ont une fatigue qui génère une irritabilité et donc qui majeure les troubles du comportement. Donc la mélatonine, il faut la prescrire avec parcimonie et surtout si on n'a pas d'effet positif sur le sommeil, il ne faut vraiment pas hésiter à l'arrêter. L'été, moi, je propose souvent des cures d'arrêt pendant 1 mois. On essaye de faire une pause pour voir un petit peu ce que ça donne. Et parfois, on se rend compte qu'il n'y a aucune différence. Et dans ces cas-là, on ne reprend pas la mélatonine. Nous, dans le service, on reçoit souvent des patients donc, qui ont des pathologies très résistantes. Et donc, leur ordonnance est très chargée avec des lignes de traitement, alors notamment les traitements antidouleurs, les inhibiteurs de la pompe à protons, le spasfon. Voilà, des traitements qui ont été introduits. On ne sait pas trop à quelle date, on ne sait pas trop pour quel motif. Personne ne s'est jamais vraiment penché sur est-ce que ça avait eu un effet positif ou pas. Eh ben, il faut vraiment réinterroger l'intérêt de chaque traitement sur une ordonnance. Parfois, quand le patient arrive en hospitalisation, on reprend l'ordonnance telle qu'elle et puis on ne se pose pas vraiment la question. Il faut vraiment reprendre chaque ligne et se dire pourquoi elle est là et d'où l'intérêt. C'est vrai que nous, c'est ce qu'on fait souvent en RCP avec les pharmaciens et puis nos collègues médecins qui sont présents dans la RCP. On reprend chaque ligne de traitement, on l'interroge et on envisage un arrêt progressif. Voilà, et c'est pour ça que je trouve que cette RCP, elle a un intérêt parce que quand on est tout seul, c'est pas forcément facile de prendre les décisions, alors qu'à plusieurs spécialités réunies, c'est beaucoup plus simple d'y voir un petit peu plus clair et de savoir surtout dans quel ordre on commence la déprescription. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Et on va poursuivre donc avec l'intervention de Madame Aude Galland, qui est infirmière en pratique avancée. Madame Aude Galland, est-ce que vous êtes déjà connectée avec nous? Oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. On Oui. vous écoute. Alors, moi, je suis infirmière en pratique avancée au CHU de Dijon. Et donc, je travaille avec les neuropédiatres, donc je suis des enfants, et avec les neurologues et épileptologues chez les adultes. Donc, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un large panel de patients avec des pathologies et des épilepsies pharmacorésistantes, hein, vu qu'on est un centre de référence à Dijon pour l'épilepsie. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, donc aujourd'hui, il était intéressant du coup pour compléter la présentation que je parle un petit peu de ce que je faisais. Donc, je ne sais pas si on peut partager du coup le petit PowerPoint que j'ai fait.
passer du coup à la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc j'étais partie en fait du fait qu'on nous dit que pour être en bonne santé, il faut bien dormir, bien manger et avoir une activité physique régulière. Donc voilà, ça c'est quelque chose dont on entend tous parler en fait au quotidien, un peu partout. C'est les infos globales qu'on nous donne, voilà. Et donc, si vous voulez, on peut passer à la diapo suivante, si vous voulez, du coup, pour expliquer un petit peu par rapport à mon métier, à moi. Donc, moi, je m'insère en fait dans un suivi en complémentarité, donc du coup sur l'hôpital des spécialistes et des personnels paramédicaux comme les infirmières, les techniciennes, enfin voilà, tout ce qui peut graviter en fait autour du patient. Voilà. Donc moi, dans ma pratique, je réalise la plupart du temps des consultations. Globalement, ce qui me prend le plus de temps, c'est les consultations et les séances d'éducation thérapeutique du patient. Donc, dans les consultations, je fais du suivi ou je suis en capacité de faire de l'adaptation de traitement quand il y en a besoin, en fonction des effets secondaires, en fonction voilà, de l'optique thérapeutique qui est décidée avec les spécialistes des différentes spécialités. Et je mets au cœur de mes consultations cette particularité en fait ce qu'on appelle de prévention et de promotion de la santé et d'éducation thérapeutique en fait. Voilà, ça c'est quelque chose c'est le plus de notre profession et du maillage qu'on a en plus des autres spécialités qui permet, avec un temps de consultation beaucoup plus long, de pouvoir aborder le patient en globalité et les choses que les spécialistes n'ont pas le temps de faire en fait dans leur consultation avec les délais qu'ils ont, voilà, et les temps de consultation qui sont très courts et qui demandent, enfin pour des patients qui demandent une prise en charge du coup qui est extrêmement importante, extrêmement compliquée aussi au quotidien pour tout le monde en fait, hein, parce que voilà, effectivement comme on le disait, hein, l'objectif zéro crise à la base il est important, mais pour ces patients-là, après notre objectif effectivement c'est la qualité de vie et de faire au mieux en fait, parce que on tâtonne, hein, on n'a pas on a rarement la bonne solution. Donc voilà, c'est ce qui est important en fait, ce travail en collaboration de tous. Et c'est vrai que moi j'essaye de mettre un point d'honneur à ça, à essayer d'aller chercher les petites choses à côté pour lesquelles on peut apporter en fait du mieux au quotidien. Voilà. Donc du coup, par rapport à cette pratique que j'ai, je suis repartie du coup il faut bien dormir, bien manger et puis faire du sport tous les jours. C'est-à-dire en gros l'importance en fait de la prise en compte de l'hygiène de vie en parallèle des traitements médicamenteux. Donc ça va se répéter un petit peu si on veut bien passer à la suivante. Je sais plus par laquelle j'ai commencé. Voilà, concernant le sommeil, hein, j'avais fait un petit focus sur le sommeil, donc il répète un petit peu ce qui a été dit avant. Voilà, que moi j'ai fait beaucoup plus simple globalement, en disant que du coup, voilà, il fallait respecter le besoin de sommeil et donc l'adapter en fait à chacun. Chaque patient en fait est différent et n'aura pas les mêmes besoins et puis après ne pourra pas forcément s'exprimer de la même façon en fonction des inaptitudes qu'ils peuvent avoir. Donc les horaires réguliers sont importants, limiter les écrans et la température de la pièce qui est conseillée à 18 degrés pour permettre de mieux dormir. Donc j'ai fait un petit focus sur les particularités du coup chez les patients épileptiques avec la dette de sommeil, donc du coup qui est un déclencheur majeur de crise qu'on connaît pour être un des principaux facteurs déclenchants chez les patients. Globalement, on retrouve quand même
je dirais bien, hein, dans 90% des cas, par rapport à ma pratique à moi, hein, à chaque fois, j'ai quand même cette notion de dette de sommeil qui revient sur le déclenchement des crises. Et donc, chez ces patients épileptiques, qui pour certains sont institutionnalisés ou même qui pour certains travaillent en ESAT ou en structure adaptée, voilà, donc on dit que, bon, globalement, par rapport à la dette de sommeil, on dit qu'il faut éviter les nuits blanches, hein, parce que, voilà, on rattrape pas ce qu'on a perdu. Et pour ceux qui travaillent, attention au travail de nuit et aux horaires décalés, parce que du coup, après, ça perturbe aussi, en fait, ben voilà, le sommeil. Hein. Et donc, on avait les temps de sieste qui étaient importants aussi, les temps de repos aussi chez les patients épileptiques à rajouter dans la journée un peu pour, ben voilà, pour que globalement, voilà, on ne majore pas cette dette de sommeil quand la nuit, du coup, le sommeil ne permet pas une récupération suffisante voilà, de la fatigue et dans l'environnement où le patient est. Voilà, on peut passer à la suite, si vous le voulez bien. Donc, du coup, j'avais fait un petit focus aussi, qui se répète un petit peu aussi, mais du coup, globalement sur l'alimentation, qui nous dit que pour tous, on part de il faut une alimentation équilibrée, il faut faire des repas réguliers, une hydratation suffisante, modérer la consommation d'excitants, donc le café, le thé, les boissons énergisantes, surtout l'après-midi et le soir. Et puis un petit aussi quelque chose sur l'alcool et les substances, donc avec une consommation modérée et donc éviter les drogues, c'est quelque chose qu'on a tous en tête. Et donc le petit focus du coup chez les patients épileptiques, donc c'était important à préciser que le fait donc voilà, d'avoir une alimentation équilibrée, des repas réguliers, c'était pour éviter le jeûne prolongé parce que en fait le risque d'hypoglycémie c'est un facteur, c'est pareil, c'est un déclencheur de crise en fait, l'hypoglycémie. Donc le fait voilà, d'avoir une alimentation équilibrée et des repas réguliers, ça évite des crises d'hypoglycémie, et on sait que l'hypoglycémie c'est un déclencheur de crise. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui était important aussi, je trouve, à préciser pour ces patients-là. On sait aussi, du coup, que donc, pour nos patients épileptiques, qu'il y a des effets secondaires de certains médicaments qui peuvent jouer sur l'appétit, sur des carences vitaminiques. Voilà, donc ça, c'est des choses qui ont été précisées un petit peu avant, et s'il faut par la suite que je pourrais repréciser s'il faut, voilà. Je n'avais pas tout détaillé parce que je voulais vraiment faire quelque chose de global que chacun puisse prendre au quotidien, en fait, un petit peu, déjà pour tous, et après, du coup, pour, en particulier chez nos patients épileptiques. Donc, j'ai parlé aussi, du coup, des régimes spécifiques pour certains... mais des régimes médicaux pour certaines épilepsies, en fait, où on instaure le régime cétogène ou les régimes Atkins modifiés. Mais tout ça, en fait, c'est des choses qui sont très encadrées médicalement, qui sont voilà, en parallèle des traitements médicamenteux qui sont associés et qu'on surveille vraiment médicalement. Voilà, on décide pas de faire un régime comme ça du jour au lendemain. Voilà, il y a quand même des critères, il faut voilà, être en capacité de pouvoir gérer l'alimentation qu'il faut pour ce régime-là, etc. Et la surveillance qu'il y a derrière, enfin voilà. Et puis du coup, j'ai parlé aussi du coup de l'alcool, parce que l'alcool, c'est un facteur aussi de risque élevé de crise, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, en fait, c'est pendant la phase pendant le sevrage, en fait, que la crise, elle a lieu, et pas pendant l'alcoolisation. Voilà. Et puis, l'alcool aussi, elle modifie l'absorption des médicaments dans l'organisme, et elle peut amplifier les effets secondaires. Voilà, donc c'était un petit... Globalement,
voilà, au niveau de tout ce qui était alimentation, hydratation, tout ça, les petites choses spécifiques que j'ai récapitulées. Alors, rien n'est exhaustif, hein, j'ai certainement oublié des choses, mais voilà, j'ai essayé de globaliser un petit peu par rapport à ça. Ensuite, on peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Donc, pour continuer, hein, l'activité physique. Donc, on nous dit que, pour tous, hein, que la pratique d'une activité physique d'au moins 30 minutes par jour à intensité modérée, c'est recommandé hein, pour être en bonne santé et pour aller bien. On remarque hein, des bénéfices globaux hein, d'amélioration de la qualité du sommeil, du coup, du renforcement de l'horloge biologique et de l'amélioration de l'humeur aussi globalement. Et donc chez nos patients épileptiques, c'est important d'encourager cette activité adaptée, bien sûr, hein, aux capacités de chacun et aux difficultés qu'il peut y avoir, et puis d'encadrer les sports à risque. Alors, c'est sûr que là, je parle pour des patients qui sont quand même en capacité de se mobiliser un minimum. Et j'entends bien que ce n'est pas le cas pour tous. Et effectivement, il y en a beaucoup hein, que je suis, effectivement, où je me rends compte là maintenant que c'est compliqué. Hein. Ces patients qui ne se mobilisent pas, effectivement, on va pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas leur proposer. Alors, on pourra jouer sur les autres points. Éventuellement, mais effectivement l'activité physique, ça sera pas une particularité qu'on pourra adapter chez tous, effectivement. Mais voilà, chez nos patients épileptiques, il faut dire que le sport, il n'est pas interdit, bien au contraire, comme tout le monde, c'est important qu'il faut l'adapter et puis qu'il faut encadrer pour certains sports quand les enfants hein, ont besoin à l'école de pratiquer certains sports comme l'escalade ou des choses comme ça, ou la natation. Voilà, qui demandent des précautions supplémentaires, mais qu'il ne faut pas interdire, sauf cas particuliers hein, de patients qui seront discutés avec les médecins, etc., où on leur dira d'entrée de jeu que ce n'est pas possible. Hein. Voilà, donc voilà. Et puis ensuite, je crois que j'avais encore fait quand même un petit topo sur le stress et les émotions, parce que c'est quelque chose qui me paraît important aussi et qui est à prendre en compte, hein, parce qu'on sait que les émotions, qu'elles soient positives ou négatives, elles jouent, hein, ce sont des facteurs favorisants et déclencheurs de crise hein, pour beaucoup de patients. Donc, globalement, pour tous, on dit qu'il faut essayer de limiter le stress hein, en trouvant des choses à faire pour gérer ça. Alors, la relaxation, par exemple, ça peut être intéressant, ou d'autres choses, en fait, hein, en fonction ou des activités hein, même qu'on pourrait faire au quotidien qui peuvent apaiser, en fait, qui sont propres à chacun. Hein, donc, c'est pas forcément... voilà, participer à une séance de groupe, ça peut être soit de la lecture ou du tricot ou des choses, enfin, des choses banales hein, qui peuvent aider à cette gestion en fait globale. Parce que voilà, on sait que chez les épileptiques, hein, c'est un facteur déclenchant qui est très fréquent et que, comme il avait été dit tout à l'heure, que c'est important d'essayer de trouver des techniques de gestion du stress et des émotions pour éviter justement cette escalade médicamenteuse derrière qui sera globalement, comme on le disait, pas pertinente, qui aidera pas, qui va apporter beaucoup plus d'effets secondaires et du coup, globalement, qui au niveau de la qualité de vie du patient ne sera pas favorable en fait. Voilà. Donc, l'important, c'est est-ce que vous pouvez passer, je ne sais plus du coup après si j'avais renoté après, il me semble du coup pour la suite, l'importance en fait du coup de chacun et de vous tous aujourd'hui, parce que je pense que vous êtes beaucoup de personnel des structures qui encadrent ces patients qui sont compliqués et pour lesquels on a besoin de vous. En fait, c'est vrai quand on les voit en consultation, parce que c'est important qu'on ait toutes ces petites choses-là qui des fois paraissent
peut-être anodines, mais qui en fait sont vraiment hyper importantes pour nous dans notre recueil. Voilà, donc vraiment, comme je l'ai écrit, hein, vous êtes vraiment des acteurs clés du quotidien parce que vous observez, vous repérez ces facteurs déclenchants. Il y a ce soutien que vous avez au niveau de l'observance du traitement, hein, l'éducation de la personne et de l'entourage par rapport à tout ce qu'on s'est dit là, tout ce qui a été apporté aujourd'hui, je trouve qu'il était extrêmement riche en globalité en fait sur les patients. Vous sécurisez ces situations à risque et on est là aussi pour vous aider, vous apporter des billes en fait quand il manque des petites choses. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter quand vous avez des questions ou des difficultés, vraiment. C'est extrêmement important qu'on travaille tous ensemble pour ce patient, enfin pour ces patients. Et puis, c'est vrai que vous êtes le lien hein, avec l'équipe médicale quand ils viennent en consultation, en fait, voilà, avec toutes ces petites choses-là que vous repérez en fait au quotidien, c'est extrêmement important pour nous pour pouvoir justement affiner le plus possible les traitements, la prise en charge globale. Parce que c'est ces petites choses-là, comme on vous l'a expliqué avant, qui vont nous aider à choisir un traitement plutôt qu'un autre, à savoir lequel on va essayer d'arrêter ou pas. Enfin voilà, c'est vraiment extrêmement important tout ça. Je crois qu'on peut passer à la suite où je résumais un petit peu. Il me semble, voilà, les messages clés, c'était vraiment des gestes simples du quotidien à faire et à repérer et à nous apporter ou à nous faire parvenir hein, sur une petite feuille récap en consulte, enfin voilà, parce que tout ça, ça a un impact majeur sur la prévention des crises et donc sur l'équilibre de la maladie et le bien-être du coup des patients. Et puis donc du coup ce rôle essentiel que vous avez hein, dans la stratégie hein, de prise en charge de ces patients qui est extrêmement compliquée, qu'on suit régulièrement et dont on a du mal à réguler, à essayer. Enfin voilà, il faut vraiment qu'on puisse affiner et c'est vraiment par ces petites choses du quotidien. Je trouve que c'est extrêmement important que vous puissiez nous apporter tout ça. Vraiment, ça nous aidera un maximum dans la prise en charge et dans le bien-être de ces patients au quotidien. Voilà, je crois que c'était tout. Je ne sais plus si... voilà. Merci à tous. Merci de m'avoir permis de participer aujourd'hui en tout cas. Voilà. Merci Madame Galland, en tout cas pour ce regard essentiel sur les besoins des personnes accompagnées. On a imaginé avec Céline une petite diapo avec un récap de préconisations, en tout cas de comment faire pour essayer de favoriser les échanges entre toutes les personnes qui interviennent autour de la situation de la personne concernée, à savoir les professionnels qui accompagnent cette personne, les aidant bien évidemment, la personne quand elle est en capacité aussi de participer à tout ça, et puis le lien avec les services de neuro d'une manière générale. Alors, on y va, on y est, c'est maintenant. Merci Fabien. Donc voilà, nous, le titre pour nous, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que l'épilepsie, c'est l'affaire de tous, comme je venais de le dire en préambule. On le voit sur le terrain quand il y a des manquements à ça, mais aussi avec tout ce qui est mis en place dans tous les établissements et les familles avec lesquelles on peut travailler. On a décidé de faire deux sous-chapitres à ça, d'une manière générale, avec, quand on est autour des organisations, dans les établissements, dans les services, comment on peut imaginer réfléchir ensemble pour qu'on puisse vraiment collaborer avec les services de neuro. Ce sont des choses qui remontent assez souvent quand on va dans les établissements. Parfois, il n'y a pas cette communication dans tous les sens du terme, alors dans un sens ou dans l'autre. Et Dr Puchon-Busch, Aude également, et puis Dr Dizet, vous l'évoquiez bien, hein, cette nécessité de travailler tous ensemble. Donc, on évoquait le fait de pouvoir observer. Alors, évidemment, c'est observer les crises quand on peut les observer, quand on sait que ce sont des crises. Et ça, on y est confronté assez souvent aussi. C'est-à-dire que les gens
disent, mais moi, je ne sais pas en fait si c'est une crise d'épilepsie ou pas. Enfin, voilà, parfois, quand il y a des comportements un peu particuliers aussi, voilà, qu'est-ce qui est de la crise qui relève de l'épilepsie, d'autres choses, etc. Donc, on peut imaginer avoir en tout cas en tête d'observer ce qui est différent de d'habitude aussi. Ça peut nous amener beaucoup d'éléments importants et puis accompagner aussi les personnes à observer une crise d'épilepsie ou des crises d'épilepsie. L'important, c'est aussi de pouvoir recenser tout ça, c'est-à-dire c'est bien beau de dire ben voilà, il y a eu des crises. Ce qui est important, c'est de pouvoir objectiver ce qu'on va avoir dans ce type d'observation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a observé. Donc ça, on peut travailler aussi à la construction d'outils qui vont venir expliquer ce qu'on veut voir en fonction de qui on est et de l'intérêt qu'on va avoir de recueillir ce type d'éléments. Donc, on va pouvoir construire des grilles d'observation. Il en existe déjà beaucoup. Hein. L'idée, ce n'est pas non plus de rajouter du travail. Mais en tout cas, on peut se baser sur des outils d'observation, sur des relevés de crise, sur des tableaux de comportement qui vont, à l'intérieur, venir recenser différents types de comportements qu'on veut voir pour ensuite en faire quelque chose. Alors, je suis ravie de voir que notre deuxième petit point, d'avoir quelqu'un qui connaît vraiment la personne, qui va pouvoir accompagner cette personne lors des consultations et au moins aussi au moment des échanges qu'on peut avoir avec les différents professionnels, à commencer par le neurologue quand il y en a un dans la boucle, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est qu'il faut connaître la personne en fait pour pouvoir parler d'elle. Donc, avoir quelqu'un qui va être référent. Alors, on sait que parfois, ce n'est pas toujours possible d'avoir une personne, et ce n'est pas forcément l'idée parce que entre le turnover, ne serait-ce que horaire dans les établissements, dans les services, et ou quand il n'y a pas de service, en tout cas par rapport aux aidants, on n'a pas toujours accès à ces informations-là. En tout cas, il faut avoir en tête que dans cette organisation interne, il faut avoir quelqu'un qui puisse parler de cette personne et parler de ce qui se passe au niveau du suivi des crises. Donc, ça veut dire qu'il faut, comme vous le disiez, chacun, il faut être en capacité de pouvoir décrire cette personne, comment elle a évolué, qu'est-ce qu'on a repéré de différent. Est-ce que ce sont des crises d'épilepsie ou pas? En tout cas, c'est de pouvoir ramener ces éléments-là. En tout cas, c'est quelque chose qu'on dit assez souvent, ramener ces éléments-là au médecin parce que lui, en tout cas, ou elle pourra dire si on est dans la crise d'épilepsie, ou autre chose. En tout cas, si on veut que ce soit efficace lors d'une consultation, il faut pouvoir ramener tous ces renseignements-là. Et puis, on évoquait aussi la fluidité des informations. Alors, c'est là où on est vraiment, on trouve ça, c'est hyper important en fait, et on vient vraiment insister là-dessus à chaque fois qu'on est sur un accompagnement de situation, c'est cette fluidité des informations entre tous. C'est-à-dire avec l'entourage de la personne, que ce soit ses proches aidants, que ce soit les autres médecins qui sont en partenariat aussi sur la situation. Et quand c'est possible, on ne l'a pas indiqué là, mais on en est vraiment sûr de tout ça, c'est avec la personne aussi. C'est-à-dire que la personne peut, elle aussi, nous montrer et nous dire parfois des choses qui vont nous donner des indications. Ce qui m'emmène à la suite, c'est-à-dire comment on va imaginer favoriser la qualité de vie de la personne épileptique quand on connaît bien sa situation et donc son projet. Et il y a toujours un projet, même s'il n'est pas rédigé et même s'il n'est pas toujours à jour, on va dire. Quand on connaît la situation de la personne, c'est-à-dire quel rythme a-t-elle? Est-ce qu'elle a des centres d'intérêt? Est-ce qu'il y a des choses que vraiment elle n'aime pas? Est-ce qu'on a repéré que certaines choses, il vaut mieux les faire à certains moments de la journée, avec certaines personnes, dans un certain contexte? Est-ce qu'on connaît des facteurs qui vont éventuellement activer des crises d'épilepsie? Est-ce qu'on connaît son état une fois que la crise d'épilepsie est en train de s'arrêter? Comment elle reprend après tout ça? Quand on connaît tous ces éléments-là autour de la personne, et ça n'est pas exhaustif bien sûr, c'est là qu'on va pouvoir organiser son projet et faire remonter, en tout cas, ce qui peut relever d'un changement dans son évolution, qui va peut-être amener des éléments pour modifier un traitement ou l'ajuster. Bien évidemment, pour connaître la personne, on va faire tout ce qu'on peut pour pouvoir échanger avec cette personne, pour pouvoir communiquer avec elle. Alors parfois, certaines personnes ont accès à une communication avec un langage oral, avec une expression qui va être compréhensible. On a par ailleurs beaucoup de situations où les personnes sont privées de ce type de langage, mais elles restent pour autant dans la communication. C'est un de nos dadas. En tout cas, de pouvoir mettre en place éventuellement des outils de communication qui sont parfois assez simples et qui font parfois peur aussi parce que ça, voilà, les gens disent on n'est pas formé, on ne sait pas faire, on n'a pas le temps, etc., etc. Les équipes relais sont aussi là pour accompagner à ce type de mise en place ou en tout cas à faire passer le message qu'il faut que la personne puisse être comprise, entendue, qu'elle puisse s'exprimer dans tous les sens du terme.
Donc, quand on va pouvoir avoir ce type de support, on va pouvoir réellement favoriser ce qu'on appelle l'autodétermination, c'est-à-dire que la personne puisse se prononcer, en tout cas, sur son projet, sur sa situation. Et dans les situations d'épilepsie, on n'a pas toujours accès à cette favorisation-là, donc on va essayer de travailler tout ça aussi. On l'a entendu, je crois que c'est le docteur Kuchenbusch qui l'a dit, en tout cas, quand on arrive, et Aude peut-être aussi, je crois, quand on arrive à soutenir tout ce qui est notion de plaisir, de faire plaisir à la personne, qu'elle puisse se faire plaisir, qu'elle fasse quelque chose qui lui plaise, que son projet ressemble vraiment à ce qu'elle a envie de faire à cet instant T. Quand on arrive à mettre en place tout ce qui peut l'intéresser dans tous les sens du terme, on va essayer de l'aider à garder le moral, c'est-à-dire, c'est pas qu'un mot comme ça, c'est-à-dire qu'on sait maintenant, et Aude l'a dit dans son intervention, le stress engendré par la vie d'une manière générale peut assez souvent déclencher des crises d'épilepsie. En tout cas, c'est un facteur favorisant. Donc, bien évidemment, favoriser la qualité de vie de la personne, c'est également tout ça. Et puis, en résumé, mais qui n'est pas un résumé, mais c'était notre dernier point, et c'est vraiment en lien avec tout ce que vous avez dit à vous quatre, les intervenants, c'est que, évidemment, on entend beaucoup parler de la notion de balance bénéfice-risque, et on l'utilise nous beaucoup aussi. C'est pas juste une formule comme ça, c'est-à-dire que réellement, de manière très individuelle, en fonction de qui est la personne, de son contexte de vie, de son histoire, de là où elle vit, etc., c'est décider avec elle autant que possible. Et donc, ça rejoint l'autodétermination, la communication et le fait de connaître cette personne et de travailler avec tout son entourage. C'est, eh bien, peut-être que cette personne va continuer à avoir des crises d'épilepsie, mais pour autant, elle aura profité peut-être d'une vie de groupe à ce moment-là, et c'est ça qu'elle avait demandé à avoir. Peut-être que tout ce qui va se passer autour de cette situation-là va avoir plus de bénéfices qu'au final avoir eu une crise d'épilepsie. Bien évidemment, on insiste sur la notion d'individualiser les projets des personnes, et cette balance bénéfice-risque, évidemment, elle est très individuelle là aussi, et elle ne peut pas se décider comme ça du jour au lendemain. Et nous, on est vraiment tout petit à côté de ça, et c'est là où on doit vraiment remettre la personne et ses aidants au centre de ce type de projet. Voilà. Merci Magali. Merci Magali. En tout cas, merci pour les intervenants, merci pour la qualité des interventions, merci pour vos présences à toutes et tous, et on espère vous retrouver de plus en plus nombreux à échanger sur cette thématique qui est l'épilepsie et handicap.